Si on prenait le temps sur CNews, et oui, sur une chaîne info, on prend le temps. Tous les jours de 17h à 18h. Et aujourd'hui, mon invité est Luc Ferry. Bonjour Luc, philosophe, politique, politologue, ancien ministre de l'Éducation. On va recueillir votre regard sur l'actualité, regarder la société à travers vos yeux, votre parcours. On verra tout ça dans un instant. Notre invité Luc Ferry est d'accord avec la politique économique d'Emmanuel Macron, mais le critique dans sa communication. Le remaniement, est-ce que c'est le bon objectif et le bon objectif du remaniement? En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser avec lui. Notre invité Luc Ferry prédit le populisme au pouvoir en France, l'occasion de donner sa vision après l'arrivée de l'extrême droite aux portes du pouvoir au Brésil. Notre invité contre l'élargissement de l'Europe, mais pour la réduction d'une Europe à 10, il nous dira ce qu'il en pense du passage de Marine Le Pen, aujourd'hui même à Rome. Il déteste critiquer les gens bêtement. Il a été chercheur au CNRS, on le sait moins, spécialiste de la civilisation grecque, 14 bandes dessinées sur la sagesse des mythes, mais 160 livres au total. On parlera de tout ça. Le regard vif de Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale et qui a vécu lui-même 2 remaniements. On se retrouve tout de suite sur CNews si on prenait le temps. Si on prenait le temps, nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec notre invité philosophe, politologue Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale. Comment mettre Luc Ferry en colère? C'est juste lui dire qu'il est d'accord avec la politique économique d'Emmanuel Macron. Alors pendant la publicité, vous m'avez presque tiré les oreilles parce que vous m'avez dit que vous êtes d'accord avec certaines choses, mais quand même, n'allons pas jusque-là. Non, j'aurais peut-être voté la loi sur la SNCF si j'étais député, mais c'est tout. Non, je pense qu'il a commis une énorme erreur sur le plan économique qui était de ne pas profiter de la première année de son exercice de président pour réduire la dette. On a une dette qui est aujourd'hui à 100% du PIB. On a 2300 milliards d'euros de dette et ça obère toute possibilité d'entente avec l'Allemagne et donc de réforme de l'Union européenne qui en a terriblement besoin. Donc c'est vraiment sur ce plan-là une erreur qui n'est pas rattrapable aujourd'hui. Les précédents présidents, pareil pour la dette. Ils n'ont pas été meilleurs, sauf peut-être Manuel Valls dans les 2 dernières années de son exercice, qui a fait quand même un très gros effort, ce qui était particulièrement difficile pour un Premier ministre de gauche. Mais sinon, on est très mauvais depuis des décennies. Bon, il va s'occuper de la dette à Barcelone. Dernière ligne droite avant le remaniement. Elle devrait avoir lieu a priori demain matin. Remaniement sans doute de grande ampleur. Tous les cabinets ministériels sont en réunion de crise. Les uns et les autres sont en ordre de ne pas prendre de congé aujourd'hui. Vous avez vécu, vous, ces ambiances de remaniement, on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, non, on en parle tout de suite d'ailleurs, parce que vous avez vécu 2 remaniements. C'était un premier lorsque vous étiez ministre de l'Éducation nationale, oui, 15 jours après votre nomination. Oui, pendant les après les législatives, ça c'est rituel, mais c'était le même. Donc là, pas d'angoisse, comment ça se passait? Non, là le premier remaniement, c'est juste automatique après les législatives. Puis je crois qu'il y avait 1 ou 2 ministres qui avaient été débarqués pour des raisons que je laisserai de côté. Et puis après, il y a eu un deuxième remaniement au bout de 2 ans, parce qu'on avait perdu ils avaient perdu de manière dramatique les élections régionales. Donc c'était la Bérésina. Donc ils ont décidé de faire un remaniement. À mon avis, ça sert absolument à rien si on s'imagine que ça va booster. Oui, si on croit que... Ça ne sert à rien. Les Français s'en foutent comme de l'an 40. Si Macron et Philippe s'imaginent que le fait de mettre, je ne sais pas quoi, Castaner ou Pechnard ou un autre à la place de Collomb, ça va enthousiasmer les Français s'en fichent comme de l'an 40. La seule chose qui les intéresse, c'est le président et le Premier ministre. Et à votre avis, pourquoi les Français s'en foutent, comme vous dites, si vous permettez l'expression, mais en même temps, ça fait 3 jours qu'on ne parle que de ça, qu'on attend tout ça. Les journalistes, donc vous dites que nous, les médias, on est en dehors, on est hors sol. Ce qui intéresse les Français, c'est Macron. Au fond, s'il y avait un remaniement de Macron, oui, ça. Et est-ce que le remaniement ne dit pas beaucoup plus, justement, de Macron? Ce qu'on peut voir là, c'est par exemple le manque de vivier dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Ça en dit long quand même sur Emmanuel Macron lui-même, non? Je vais être très clair, évidemment, je plaisante, mais s'il nommait Juppé, Sarkozy et Hollande, ah oui, là, ça ferait peut-être un effet bœuf. Mais mettre 3 types qu'on ne connaît pas à la place de 3 types qu'on ne connaît pas, ça ne changera strictement rien. Aujourd'hui,
aujourd'hui, ce qui est impopulaire, c'est Emmanuel Macron, pour des raisons qui sont compliquées d'ailleurs, mais il est très très impopulaire, plus impopulaire que Hollande à la même date, au bout d'un an, ce qui est quand même une performance. Et donc s'il est très impopulaire, c'est aussi parce qu'il faut bien comprendre ça. C'est l'essentiel, mais les gens ne le disent pas. C'est que la France aujourd'hui est divisée en 5. Et même si Macron était génial, il serait quand même impopulaire. Pourquoi? Parce que vous avez 5 mouvements politiques, 5 partis. Vous avez l'extrême droite, vous avez l'extrême gauche, vous avez ce qui reste du Parti socialiste, vous avez les LR, donc les Républicains, le reste de l'UMP, et vous avez le centre macronien. Donc vous avez 5 mouvements politiques fondamentaux en France. Donc de toute façon, quel que soit le président de la République, il ne représente en gros qu'un cinquième de l'électorat. Oui, lui-même a été élu sur 17%. Hein, oui, exactement. Exactement. Si vous regardez le premier tour, c'est 17%, c'est très peu. Donc mathématiquement, tout ça, c'était prévisible. C'est-à-dire que c'est totalement prévisible. C'est-à-dire qu'au moindre pépin, quand vous ne représentez qu'un cinquième de la population de l'électorat, au moindre pépin, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, là, des pépins. Il y a eu le départ de Hulot, il y a eu l'affaire Benalla, il y a eu le départ de Collomb. Donc tout ça, évidemment, fait que d'un seul coup, l'impopularité devient invisible. Mais elle l'était depuis le début. Alors, c'est pourquoi moi je plaide, mais ça c'est un autre sujet, je plaide depuis des années pour un gouvernement d'union nationale. Je pense que le modèle, c'est le modèle allemand. Alors aujourd'hui, Mme Merkel est en difficulté, mais pendant 3 mandats, n'oubliez pas que Mme Merkel, quand elle avait fait sa tambouille avec le SPD, avec la gauche allemande, elle représentait 70% des Allemands. Là, Macron représente 20% maximum. Donc là, le vrai remaniement serait celui-là. Évidemment. Et donc, il faudrait une union nationale. Une union nationale, ça ne se fait pas avec des inconnus. Ce n'est pas en débauchant Darmanin à droite ou, je sais où, Collomb à gauche que ça change quoi que ce soit. Et donc, je ne sais pas qui va mettre. Probablement à l'intérieur, un très proche, parce que c'est toujours comme ça. L'intérieur, c'est très, très sensible. Il faut savoir que le ministre de l'Intérieur, il sait tout sur nous. Bon, donc c'est très sensible et il faut que ce soit un très proche. Il s'occupe des élections. Il sait avec qui des jeunes dînent les ministres, il sait qui couche avec qui, il sait tout. Alors, à votre avis, qui peut remplacer Gérard Collomb? Un très proche. Voilà, je ne sais pas si c'est Castaner, mais là, ce serait compréhensible. Mais de toute façon, ce sera quelqu'un en qui Macron a une confiance absolue. Mais ça ne changera absolument rien dans l'opinion publique parce que le vrai problème, c'est Macron lui-même. On en reparle dans un instant. Qui pour remplacer Gérard Collomb? Voici un sujet de Guillaumette. Ils ont l'air de bien s'entendre sur la photo. Là, on sent que c'est joyeux. Qui remplacera Gérard Collomb? Le candidat doit réunir de nombreuses qualités. Avoir la confiance du président, celle des policiers et des gendarmes, du poids politique et ne pas viser l'Élysée. Parmi les noms les plus souvent évoqués, François Molins, le procureur de Paris, attendu en novembre pour la Cour de cassation, très apprécié de l'opinion publique. Mais aussi Christophe Castaner, l'actuel secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, qui a pour lui sa proximité avec le chef de l'État. Ou encore Jean Castex, haut fonctionnaire venu de la droite, mais peu connu du grand public. Autre possibilité, Mireille Balestrazzi. L'actuelle directrice centrale de la police judiciaire est aussi l'ancienne présidente d'Interpol. Mais le futur ministre de l'Intérieur devra aussi gérer la nouvelle carte électorale prévue dans la réforme des institutions. Alors Emmanuel Macron pourrait choisir un binôme sécurité-territoire. Déjà chargée des relations avec les collectivités locales au sein du ministère de l'Intérieur, Jacqueline Gourault pourrait incarner l'aile territoire de ce duo. Dans tous les cas, le nom du nouveau ministre de l'Intérieur devrait être annoncé avant le prochain Conseil des ministres mercredi. Alors, retour sur ce plateau avec Luc Ferry. Selon vous, peu importe le ministre de l'Intérieur... Ça ne changera rien en termes de... C'est Emmanuel Macron. Et pourquoi Emmanuel Macron, lui, a remanié? Quand vous dites qu'il faut remanier Emmanuel Macron... Il ne peut pas faire autrement, puisqu'il y a à la fois le départ de Nicolas Hulot et le départ du ministre de l'Intérieur. L'Intérieur, on ne peut pas avoir un Premier ministre qui s'occupe du ministère de l'Intérieur. C'est trop compliqué, l'Intérieur. C'est trop sensible. C'est pas viable. La journée. On est pris toute la journée. Il y a des pépins toute la journée en France. Donc, le ministre de l'Intérieur, il faut un ministre plein. Ça ne peut pas être le Premier ministre qui s'occupe de l'Intérieur plus de 3 jours, ou 4 jours, mais c'est même pas une semaine. Bon. Donc ça va aller très vite, mais encore une fois, en termes de popularité pour Macron, ça ne changera strictement rien. Sous François Hollande, il y a eu quand même une quinzaine de remaniements. Ça, peut-être que ça va dans le sens... C'est assez classique, en fait. Il y a toujours un ministre qui est mis en examen. Et ça ne dope pas, justement... Voilà, il y a eu quelques pépins comme ça. Il y en a eu aussi dans le gouvernement dont j'étais membre. C'est assez classique, c'est pas catastrophique. Non, ce qui est
assez mauvais, ou peut-être même catastrophique pour Macron, c'est le fait que ce soit Gérard Collomb qui s'en aille parce qu'il n'en pouvait plus, tout simplement. C'était le coup de grâce. Et c'était quand même son plus proche, son plus fidèle, le proche entre les proches. Donc c'est vraiment une rupture qui est pas bonne pour lui. C'est beaucoup plus grave que Hulot, parce que Hulot, tout le monde savait que c'est quelqu'un de fragile, que c'est pas un politique. Oui, on s'attendait plus ou moins à son départ. Voilà. Vous dites souvent, Lénine incarnait, qu'on le veuille ou non, la Révolution. Oui. De Gaulle incarnait, ou Clémenceau même incarnait la nation. Oui. Et Macron? Non, il incarne rien du tout. C'est les grands hommes. Non, si vous voulez qu'il incarne, le pauvre, c'est pas de sa faute, mais il incarne un cinquième de l'électorat français, c'est tout. Si vous voulez, les grands hommes, ce qu'on appelait les grands hommes, que ce soit des grands hommes pour le pire ou pour le meilleur, que ce soit Hitler ou Lénine ou Mao ou De Gaulle ou Clémenceau, ils incarnaient quelque chose de supérieur à eux. Quand De Gaulle est mort, je m'en souviendrai toute ma vie, quand De Gaulle est mort, beaucoup de journaux ont titré « La France est veuve ». Imaginez si Sarkozy, Hollande ou Macron passaient sous un autobus, ce que je souhaite évidemment pas, personne n'aurait l'idée même de titrer La France est veuve. Ce serait ridicule. En même temps, je regardais un peu ce que disait la presse allemande. Der Spiegel disait et titrait dans un article l'autre jour « Français, épargnez Macron, notre meilleure arme contre Trump ». Ça veut quand même dire... ridicule. C'est-à-dire, c'est ridicule. C'est grotesque. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... Il y a eu un espoir. Il n'a pas quand même insufflé un espoir au niveau européen, voire international. C'est 17%. Les gens s'y sont trompés. Ça, c'est la communication des macroniens. Mais la vérité, c'est la vérité du premier tour. C'est 17%, c'est-à-dire très peu. Je maintiens qu'on est divisé en 5 et que, du coup... Mais Fillon aurait été élu, c'était le même problème. Hein, c'est pas une question de parti pris. Oui, il avait 19%. Ou Manuel Valls aurait été élu, ou chez vous, Benoît Hamon, c'était le même problème. Oui. Ça aurait été pire d'ailleurs. Mais la division en 5 fait que la Ve République est en très grande difficulté parce qu'elle était faite pour une vie politique qui était divisée en deux blocs, la droite et la gauche, en gros. Et donc, voilà. Du coup, quand le président était élu, il représentait quand même 35 ou 40% des Français. Aujourd'hui, par exemple, comme dit le magazine allemand Der Spiegel, est-ce que c'est pas un peu jouer le jeu des extrêmes? Je pousse un peu le bouchon un peu plus loin. Jouer le jeu des extrêmes que de taper sur le chef de l'État, quel qu'il soit. Taper tout le temps. Pourquoi c'est inévitable? Ce que je vois se profiler à l'horizon, voilà, la grande difficulté. Si on réfléchit à partir de ce que je vous dis, à savoir que la France est divisée en 5. La grande difficulté, le grand risque, c'est que dans cette situation-là, si les partis de gouvernement, que ce soit la gauche ou la droite, ne reprennent pas du poil de la bête, on aura un face-à-face entre le centre et les extrêmes. Exactement ce qui est arrivé à Matteo Renzi en Italie se profile à l'horizon en France. Les extrêmes populistes de très à gauche ou très à droite ont été élus. Salvini en est aujourd'hui le représentant le plus connu. Mais nous risquons exactement la même chose si nous n'avons pas de parti de gouvernement qui se reconstitue d'ici là. Voilà pourquoi c'est très important. Vous êtes pour le retour gauche-droite, de l'alternance. J'ai toujours été en désaccord complet avec mon ami Bayrou, qui est d'ailleurs par ailleurs le parrain d'une de mes filles. J'ai beaucoup d'affection pour lui, c'est pas le problème. Mais en désaccord total, parce que le centre, par définition, ne peut pas faire l'union nationale. Ce que je disais à Juppé ou à Fillon quand ils étaient potentiellement élus à la présidence de la République. Bon, il se trouve que ça a capoté complètement, mais faites un gouvernement d'union nationale. C'est aussi ce que demandait Védrine, d'une certaine manière. Faites un gouvernement d'union nationale parce que si vous n'élargissez pas l'assiette électorale, vous ne représenterez, comme c'est le cas pour Macron aujourd'hui, qu'un 5e de la population, en gros, à la louche. Et dans ce cas-là, vous êtes minoritaire. Vous courez à poil dans un champ de râteau. Voilà, pardon de le dire un peu brutalement, mais c'est ça la réalité. En parlant de courir à poil avec des mots un peu durs, est-ce que... Oui, il faut pour que les gens comprennent. Oui, voilà. Je comprends très bien. Il y a quelqu'un qui a été encore plus loin que vous, Michel Onfray, qui a justement signé une tribune. Non, c'est pas plus loin, ça n'a rien à voir. Oui, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes capable, vous, par exemple, d'aller aussi loin que... On va écouter. Non, pas du tout. On va écouter juste comment il s'est défendu, justement, sur ce texte qu'il a écrit, jugé homophobe contre Emmanuel Macron. Écoutez, il a répondu ce matin sur CNews. Oui. Tout le monde a été Charlie à une époque. Tout le monde a été Charlie. Quand on n'était pas, on était suspect de fascisme, de nazisme, etc. etc. Est-ce qu'on a le droit d'être Charlie quand on est philosophe? Est-ce qu'on a le droit de faire ce que, par exemple, font les dessinateurs de Ciné Hebdo, Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné quand on est philosophe? C'est-à-dire utiliser une tradition qui est celle de la satire. C'est un genre littéraire, la satire. J'ai pratiqué plusieurs genres, une pièce de théâtre, une dizaine de recueils de poèmes, des livrets d'opéra, des textes philosophiques, des textes d'histoire de la philosophie. Je pratique là sciemment un genre qui est le genre de la satire. Donc oui, c'est fait pour choquer.
Alors, non, mais il se c'était défend pour- très bien. Voilà. Je dirais que c'est plus Céline que Charlie. C'est-à-dire que il y a un côté anarchiste d'extrême droite qui est toujours un peu qui flirte avec des thèmes que personnellement je Vous êtes n'utiliserai capable? jamais. Non, Mais, vous n'êtes pas capable d'écrire un texte comme ça. Pourquoi? Vous, non. C'est pas incapable. Je pourrais le faire pour m'amuser. Non, mais pour vous le moi. feriez pas. Et en imaginant que j'ai le talent pour le faire. C'est pas ça. Mais jamais je ne critiquerai un politique ou un personnage public autrement que au nom des idées. Jamais j'irai faire même quelques allusions détournées à sa vie sexuelle, à ses goûts en matière sexuelle, à ses mœurs. Tout ça ne m'intéresse. Enfin, voilà. La satire très bien, mais en dessous de la ceinture, non. Voilà. Il y a une limite qui est celle-là pour moi, et ça ne se discute pas. Voilà. Donc, je laisse évidemment à Michel Onfray le droit entier de pratiquer la satire au sens où il l'entend. C'est son problème. Et puis surtout, si Macron n'avait pas fait cette photo absolument déshonorante avec quelqu'un qui fait un doigt d'honneur à ceux qui la regardent. Qui n'a pas vu, voilà. un doigt d'honneur qui n'a pas vu. Ça se voit. Je veux dire, on fait oui, pas mais des bon, selfies c'est pas, avec pas de la faute de Macron non plus. Bah si, c'est lui qui Bah fait non, les selfies. il a pas vu. Non, mais il a passe son temps à faire des selfies chaque fois qu'il mais il n'a pas vu le doigt d'honneur, Luc Ferry. Il n'a pas vu. Regardez, donc on ne fait pas des selfies avec n'importe qui et dans n'importe quelle condition. Alors vous trouvez qu'il a fait des selfies avec n'importe qui? Oui, exactement. Pourquoi? En l'occurrence, n'importe qui. Pourquoi? Parce que ce sont il savait qu'un des gamins avait été condamné à 5 ans de prison. Le môme fait un doigt d'honneur. Attendez, pour les chauffeurs d'autobus, pour les pompiers, alors, attendez, pour les policiers. On lui reproche de ne pas être proche des Français. Lorsqu'il est proche des Français, on dit qu'il est trop proche. Qu'est-ce qui est des âneries? Mais c'est pas en faisant des selfies avec un doigt d'honneur et avec un repris de justice il n'a pas vu le doigt d'honneur. Arrêtez, c'est pas comme ça qu'on est proche des Français. C'est exactement l'inverse. C'est C'est-à-dire, exactement ce que le Qu'est-ce qu'il peuple aurait dû français faire? déteste. Mais il Qu'est-ce faut qu'il aurait éviter dû ça. C'est-à-dire que, On avait dit à par exemple, Hollande, un président ne dirait pas ça. Vous sortez de prison, Non, donc je ne sors pas de prison. Non, mais on va dire, je suis le chef de l'État. Vous sortez de prison, je ne dois pas m'approcher de vous? Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Non, c'est le doigt d'honneur. C'est Mais ça il n'a pas vu le doigt d'honneur. Il avait qu'à le regarder. Regardez ce que dit Onfray, et c'est là que, d'une certaine manière, son texte, c'est de là qu'il part. C'est là qu'il est justifié ou non. En tout cas, c'est de là qu'il part. C'est le doigt d'honneur. Il le dit, Onfray, il le dit, mais c'est ça qui est insupportable. Or, c'est vrai que, voilà, déjà, le casque et le scooter de Hollande, c'était pas très brillant, mais là, on a encore descendu d'un cran. Il faut éviter ce genre de choses. Un président de la République ne devrait pas faire ça. Voilà. Et donc, évidemment, pas on de parle selfie avec des repris de justice, mais très bien. C'est tout. Des gens ont payé leur peine, ils ont fait leur peine, ils ont payé, comme on dit, leur dette à l'égard de la société. C'est pas le problème. Mais ce doigt d'honneur, il a qu'à regarder. En plus, il a l'air vraiment idiot. Je suis désolé, mais il a l'air niais sur cette photo. Donc, c'est pas une photo. On n'imagine pas le général de Gaulle ou François Mitterrand faire ça. Je suis désolé. Ça affaisse la fonction. Tout le monde a sauté sur cette photo. Oui, la première, il faut éviter. Voilà. La première, c'était Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, elle est à Rome. L'Europe, c'est un dossier qui vous tient beaucoup à cœur. On va en parler tout à l'heure. Oui, vous allez nous dire pourquoi. Marine Le Pen est aujourd'hui à Rome aux côtés de Matteo Renzi. Et écoutez ce qu'il a dit à propos de l'Europe. Nouvelle sémantique, nouveau mot à propos de l'Europe. L'Union européenne s'est construite sur beaucoup de promesses, mais il faut bien le dire, très peu de réalisations et des résultats dont on peut admettre qu'ils sont en matière notamment économique et sociale tout à fait minables. C'est l'histoire avec un grand H qui va s'écrire au mois de mai prochain. C'est l'émergence d'une Europe des nations, d'une Europe du respect, d'une Europe des protections, c'est-à-dire celle pour laquelle nous nous battons depuis de nombreuses années, notamment avec Matteo Salvini. Et oui, Marine Le Pen, nouvelle sémantique, l'Europe du respect? Non, c'est-à-dire qu'entre le projet de Macron, l'élargissement sans fin, et le projet de Marine Le Pen ou de Mélenchon, en gros quand même, sortir de l'Union européenne, où la critique est tellement qu'on ne sait plus où ils sont, est-ce qu'ils sortent de l'euro ou pas, on ne sait plus avec Marine Le Pen. Non, il faut une Europe à 10, c'est vital, et je vous explique pourquoi. Et ça ne peut être que la vieille Europe de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, C'était mieux avant, vous n'aimez pas ça, hein, lorsqu'on dit c'était mieux avant. Non, mais, de toute façon, l'Europe a eu des résultats formidables jusqu'à l'élargissement. Regardez. Vous dites que pour être en face à Trump, il faut être plus resserré et moins nombreux. Non, c'est pas ça. Alors, non, il faut avoir une politique de puissance et il faut une harmonisation fiscale et sociale. C'est ce que dit très bien Christian Saint-Étienne, un de nos meilleurs économistes, dans son livre sur l'Europe. Et donc, il explique très bien comment, dans le traité de Maastricht, en 1993,
on a autorisé le dumping social et le dumping fiscal. Donc on a autorisé la désunion européenne. Pour vous donner juste un exemple, et sans rentrer dans les chiffres et la technique, l'impôt sur les sociétés en Irlande est 3 fois inférieur à l'impôt sur les sociétés en France. Pourquoi voulez-vous que Uber aille payer ses impôts ailleurs qu'en Irlande? Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est pas de couler sa boîte. C'est que chacun tire de son côté. Bien sûr. Il n'y a pas d'union. Bien sûr. Et ça a été organisé par le traité de Maastricht. Donc il faut qu'on sorte de cette Union européenne pour reconstruire quelque chose à 10, les pays de l'Ouest, et sans continuer l'élargissement, et avoir une espèce de fédéralisme à 10 avec, encore une fois, pas de dumping social, pas de dumping fiscal, pour qu'on puisse avoir une politique de puissance, une politique européenne et une politique étrangère européenne, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Alors là où Marine Le Pen a totalement tort, c'est que malgré tout, par rapport à mon adolescence, disons les années 70, ce qu'a fait l'Europe est absolument formidable en termes de niveau de vie, en termes de protection sociale. Souvenez-vous, en 1974, moi je commence à ouvrir les yeux sur le monde, Franco est encore vivant, je ne peux pas aller en Espagne parce que mon père a fait la guerre d'Espagne avec Malraux, on est sur la liste noire. Le régime des colonels grecs, c'est un régime fasciste. La révolution des œillets n'est pas faite au Portugal. Et le SMIC français en 1975 est inférieur au RSA d'aujourd'hui. Bon, donc on a formidablement progressé, évidemment, grâce à l'Europe. Ce qui a été une immense erreur, c'est l'élargissement aux pays de l'Est. Alors, est-ce que ce n'est pas paradoxal lorsque vous dites, effectivement, on a formidablement progressé, Bien et en sûr. même temps, vous dites que le populisme au pouvoir, c'est inéluctable. Les extrêmes au pouvoir, c'est c'est pas inéluctable. inéluctable. Non, ça n'est pas inéluctable. Il faut absolument, pour l'enrayer, que les partis de gouvernement reprennent du poil de la bête. Exactement comme en 2007, Nicolas Sarkozy avait fait une très belle campagne en 2007. Il avait fait une campagne peut-être trop buissonnière pour certains, donc trop à droite, mais il avait fait une magnifique campagne et qui avait fait baisser le Front National. En 2012, elle était trop à droite. En 2012, elle était 2007, totalement ratée, à mon avis. D'ailleurs, je n'ai pas voté pour lui. Oui. Mais en 2007, il a fait une très belle campagne. Moi, j'avais un grand espoir pour son quinquennat. Ça n'a pas été le cas. Ça a été un quinquennat complètement raté. Mais il y avait une très belle campagne. Et pourquoi ? Parce que justement, il y avait une droite vraiment républicaine et qui faisait obstacle à la montée du Front National. Je pense que si on n'a pas ça comme cran d'arrêt, il se passera la même chose qu'avec Matteo Renzi. Mais c'est pour ça qu'elle est là, qui était au fond justement, le pour Macron montrer qu'elle local. n'est pas seule. Qui justement, Marine Le Pen, qu'elle est aux côtés de Matteo Renzi, elle est à Rome pour montrer qu'elle... C'est ce que je vous dis, si on n'a pas des partis de gouvernement qui reviennent en place, droite-gauche, on aura un scénario à l'italienne. Mais évidemment, et si c'est pas elle, ce sera sa nièce. Mais on aura un scénario à l'italienne. C'est-à-dire que Mélenchon et Marine Le Pen ne se réconcilieront évidemment pas, mais leur électorat se réconcilieront exactement comme la Ligue et le M5 en Italie. Et là, les deux électorats sont très proches. Au fond, le programme de Marine Le Pen, anti-européen, keynésien sur le plan économique, elle est anti-libérale à fond, contrairement à son père et contrairement à sa nièce. C'est exactement le programme de Mélenchon. À 2 capis près, c'est les mêmes. Voilà. C'est le même populisme. À part sur les questions d'immigration, pour le reste, c'est le même programme économique et le même populisme. Donc je dis que les électorats se réconcilieront sur le dos de la démocratie assez rapidement. Et Macron, il risque de lui arriver exactement la même chose qu'à Matteo Renzi, qui était jeune, beau gosse, sympathique, tout Macron. Et donc, et qui s'est planté dans les grandes largeurs. Et c'est ce qui risque de nous arriver. Donc il faut absolument, et c'est pour ça que je ne suis pas centriste, que les partis de gouvernement se reconstituent. C'est si on prenait le temps, mais moi, je n'ai pas le temps de poser de questions. Ah pardon, je me tais. Je peux... Non, mais parce que... Mais non, voilà, je c'est sens la passion. Oui, c'est pas méchanceté de ma part. Non, je rigole. Mais je veux rester sur l'extrême droite. Oui. Parce que comment vous analysez ce qui se passe au Brésil ? Parce qu'au Brésil, quand même, très intéressant. D'abord, un petit sujet. Au Brésil, le candidat d'extrême droite, premier tour, 46% des suffrages. Vous pensez qu'il va gagner ? Mais bien sûr. Il va gagner. Parce que quand même, le deuxième, c'est 29%. D'ailleurs, il était même déçu de ne pas être passé au premier tour. Et il s'appelle Bolsonaro. Il l'a surnommé le Trump brésilien. Il aborde les problèmes les plus épineux avec des solutions extrêmement simples. Regardez ce sujet d'Arthur Lindon. À Brasilia, ces sympathisants de Jair Bolsonaro se congratulent. Le candidat d'extrême droite est arrivé en tête avec 46% des suffrages. L'ex-capitaine de l'armée obtient même plus de la moitié des voix dans un tiers des États. Pour autant, celui qui se disait certain d'être élu dès le premier tour dénonce des irrégularités. C'était grave. Je suis certain que ce problème n'aurait pas eu lieu si on avait confiance dans le système de vote électronique. On connaîtrait déjà le nom du prochain président de la République. Son rival de gauche, Fernando Haddad, arrive quant à lui deuxième avec 26% des voix. Un soulagement pour ces Brésiliens
mais aussi pour le candidat travailliste, le remplaçant de Lula, l'ancien président incarcéré pour corruption. Nous allons former un gouvernement et dès demain nous commencerons notre campagne pour remporter la victoire au second tour. Avec son discours sécuritaire, Jair Bolsonaro bénéficie aussi d'un fort rejet des Brésiliens pour le Parti des travailleurs, au pouvoir entre 2003 et 2016. Mais dans ce pays polarisé, l'issue du deuxième tour reste incertaine. Réponse le 28 octobre prochain. Oui, le 28 octobre prochain, deuxième tour au Brésil. Il sera élu. Mais le Brésil, c'est quand même une situation particulière. Il y a 7 morts par heure, il y a une violence extrême. Lui, il prône par exemple la libéralisation des ventes d'armes pour tout le monde, pour se défendre. Grosse violence. Aux États-Unis aussi. Non, ce qui est fascinant dans cette île, moi c'est un pays que je connais très bien, le Brésil, que j'aime énormément. Ce qui est fascinant et qu'on voit partout, que ce soit en Hongrie, en Pologne, aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne avec Alternative für Deutschland, le Brexit en Angleterre, partout, les souverainistes populistes, alors lui c'est le pire, parce que Trump est délicat à côté, bon, et partout il gagne. Voilà, c'est ça qui m'inquiète, et ça confirme exactement ce que je vous dis. C'est pas le centrisme gentillet qui va s'opposer à ça, il va rater. Le centrisme gentillet n'est pas qu'avec son élargissement partout, avec son côté gentillet sur le féminisme, toutes ces choses, 6e arrondissement de Paris, c'est pas ça qui va stopper le mouvement populiste souverainiste qui est en train de dominer partout dans le monde. C'est le retour droite-gauche. Mais évidemment. Voilà. Et pourquoi si la gauche avait, au lieu de voter pour Hamon, ce qui était quand même plus bête, tu traverses pas la route. Bon, plutôt que je parle pas de Hamon, mais je parle de ceux qui ont voté pour lui. C'était idiot. Pourquoi ? Même ma fille a voté pour lui, mais c'est terrifiant. Non, s'ils avaient voté pour Manuel Valls et puis si la droite avait eu un candidat qui n'avait pas été flingué par le canard enchaîné et le parquet financier, on aurait un débat à droite-gauche qui vaudrait la peine. Là, on a un gouvernement centriste qui ne peut pas faire. Mais si c'est dans l'ordre de l'histoire, si ça se passe partout, dans tout le monde, dans le monde entier, au Brésil, dans toute l'Europe, la France ne va pas y échapper, quoi qu'on fasse Macron. C'est le grand risque. Voilà, c'est le grand risque. C'est pour ça qu'il faut des partis républicains pour faire barrage. Voilà. Et je pense que le risque, il faut voir l'ensemble du monde pour comprendre à quel point. Regardez, Alternative für Deutschland, quand même. En Allemagne, c'est presque incompréhensible qu'on voit un parti néo-nazi se reconstituer. En Allemagne, c'était vraiment le tabou absolu jusqu'à il y a 2 ans. Voilà. Donc partout, le populisme souverainiste, peu importe comment on l'appelle, j'aime pas ces mots-là, mais c'est pour aller vite, se reconstitue. Et c'est pas le centrisme mollasson qui va faire barrage. Qu'est-ce qui vous a enseigné, votre père ? Mon père, il m'a enseigné des choses, c'est pourquoi vous m'en parlez, des choses magnifiques. Mon père était un excellent violoncelliste, il dessinait des voitures de course qui étaient sublimes. Il n'avait jamais fait d'études. Gaulliste, violoncelliste. Il a commencé à travailler à 12 ans, un travail extrêmement dur. Échappé 4 fois des camps nazis. Et il a fait la guerre d'Espagne avec Malraux. C'est lui qui a monté l'escadrille d'Espagne. C'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Il m'a appris. En fait, ce qui m'a appris, c'est l'exemplarité. Voilà, c'est que c'était quelqu'un de vraiment génial dans son domaine et en plus, qui était quelqu'un de droit et très impressionnant pour ça. Mais bon, on va pas parler de mon père. Mais c'était quelqu'un de vraiment exceptionnel. Oui. Ça m'intéresse quand même parce que c'est peut-être là aussi d'où vient la ferveur que vous avez contre l'éventuelle montée de l'extrémisme aussi. Oui, parce que c'était par rapport aux valeurs qu'il vous a inculquées. Voilà. Et il a passé plusieurs années avec Malraux. Il était gaulliste évidemment jusqu'au bout des ongles. Il s'est évadé 4 fois des camps nazis. Voilà, et pourtant il était quand même de droite au sens républicain du terme évidemment. Il était gaulliste, donc à l'époque c'était pas la gauche. Bon, mais c'était un vrai républicain et tout ça était évidemment très très pédagogique, très éducatif. Je préférerais dire pour ses enfants. En plus c'était un merveilleux pilote et c'était quelqu'un qui construisait des voitures de course. Bon, donc il serait en pleine petit garçon, c'est quand même un peu le rêve. C'est en pleine actualité aujourd'hui avec le mondial de l'auto. On se retrouve dans un instant, Luc Ferry. On va continuer à parler de l'actualité, de l'écologie, d'une œuvre aussi qui vous a choqué en parlant d'art contemporain. On parlera de mythologie grecque. À quoi ça sert la mythologie grecque à l'heure de Snapchat? On reparle avec tout cela avec Luc Ferry dans un instant.
Luc Ferry sur notre plateau, si on prenait le temps, et il a pris le temps de dire tout ce qu'il pensait d'Emmanuel Macron, de sa politique, du remaniement. Et maintenant, on va parler de la mythologie grecque, puisque vous avez une passion pour la mythologie grecque. Et très sincèrement, voilà, Antigone que vous venez de sortir chez Glénat, Sagesse des mythes, ça fait 40 ans, 14 BD, je crois. Enfin, oui, on aura 30, 160 tous les grands mythes grecs, mais ce qui est amusant, d'abord, j'ai la chance... Je peux vous poser une question quand même? Allez-y. Non, priorité à gauche, oui. Oui, priorité. À quoi ça sert la mythologie aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui. Oui. Je suis content de vous avoir laissé poser la question. Ah, merci. Qui est admirable. Enfin, que je puisse servir à quelque chose. Non, d'abord, il y a tout dedans. Vous savez, c'est pas pour rien que voilà une littérature qui a, en gros, pas loin de 3000 ans. Ça commence au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est pas pour rien que ça a traversé les siècles. Au fond, il y a deux piliers de la civilisation européenne, c'est Athènes et Jérusalem. Et donc, la mythologie grecque, c'est plus fort encore que la philosophie grecque. C'est absolument génial. Il y a tout. Il y a le mensonge, l'amour, le sang, la trahison, la guerre, il y a absolument tout. Mais il y a quelque chose de plus que ça, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a cette idée que, au fond, tous les mythes grecs ont pratiquement la même structure. Il y a un ordre merveilleux du monde que Zeus a établi dans sa guerre contre les titans, contre les premiers dieux, qui sont des dieux de la violence et du chaos. Il a installé cet ordre magnifique que les Grecs appellent un cosmos, c'est-à-dire un ordre harmonieux, juste, beau et bon. Et malheureusement, il y a des résurgences de ces forces primitives qui veulent le détruire. C'est les monstres, par exemple. C'est le monde de Macron, ça. Non, pas le pauvre petit. Non, c'est Jupiter. Non, pitié. Non, c'est très drôle. Mais non, il y a des résurgences des forces de destruction primitives qui veulent détruire cet ordre magnifique. Et l'idée de la mythologie grecque, c'est que on a besoin des deux. On a besoin à la fois d'harmonie et de chaos. Voilà. Il y a besoin de ces monstres, de cette folie aussi qu'incarnent, par exemple, les êtres contre lesquels Hercule Héraclès va combattre, ces fameux 12 travaux, qui sont tous des monstres qui sont des résurgences du chaos initial. Il y a besoin des deux. Il y a besoin de cette harmonie. Notre vie est faite d'harmonie et de déchirement. Et ça, c'est génial dans la mythologie grecque. Et j'aime bien Antigone parce que c'est une femme rebelle. C'est bon, ça, quand même. Elle a passionné, évidemment, toute la littérature féministe. Il y a eu des milliers d'articles écrits sur Antigone dans la littérature féministe, mais pas seulement. Mais ce qui est très intéressant, là aussi, dans la mythologie grecque, c'est qu'elle fait une très large part aux femmes. Par exemple, Athéna, qui est probablement avec Zeus, pas probablement, certainement avec Zeus, la divinité de très très loin la plus importante de l'Olympe, c'est la divinité de l'intelligence et de la guerre. Mais contrairement à Arès, c'est pas la guerre bestiale et brutale, c'est la guerre stratégique et intellectuelle, intelligente. Donc Antigone aussi, c'est un personnage merveilleux. Et ce que met en scène la pièce de Sophocle, juste en 3 mots, mais parce que c'est vraiment génial. Ce que met en scène le tragique grec, dont la pièce de Sophocle, Antigone, est le sommet, ce que le tragique grec met en scène, et Antigone par-dessus tout, c'est des conflits entre des personnages qui ont tous les deux raison. Il n'y a pas des bons et des méchants. Créon, le roi de Thèbes, a raison de ne pas vouloir enterrer son neveu Polynice qui a trahi la cité, donc il fait son boulot de roi, et Antigone a raison, avec une autre légitimité, un autre argument, de défendre la loi de la famille, la loi des dieux, la loi du cœur. Donc on a affaire à des gens bien, mais qui entrent en conflit. Et c'est la structure du monde actuel. Si j'étais, je vais être très clair, si j'étais ukrainien de l'Est, probablement je défendrais Poutine. Et si j'étais un Polonais de Kiev, je défendrais l'entrée de l'OTAN. Si j'étais un Palestinien de 15 ans, je serais antisémite et je détesterais Israël, très probablement. Et si j'étais un jeune Israélien, je détesterais le Hamas et peut-être même les Palestiniens. Je vais vite, mais c'est comme ça. Et donc on a affaire à des conflits qui sont des conflits dans lesquels finalement, je ne dirais pas que chacun a raison, mais chacun a des raisons. C'est pas des salauds et des bons. C'est ça que les intellectuels français ne comprennent pas, c'est que le tragique, c'est quand deux légitimités presque équivalentes ou parfois équivalentes s'affrontent. Et ça, c'est le cœur du tragique grec. C'est génial. Et si on a envie effectivement de regarder le cœur de la tragédie grecque et de l'analyser au regard de la politique aujourd'hui, la veille de remaniement, qu'est-ce que ça en dit ? Ou bien il ne faut pas du tout faire de rapport? Moi, j'ai envie de faire un rapport. Il y a des rapports, mais pas avec la politique, plutôt avec le monde dans lequel on est en train de rentrer, qui est le monde de ce qu'on appelle l'économie collaborative. Alors, ça fait partie de la politique aussi. Par exemple, le conflit entre Airbnb et les hôteliers.
C'est tout à fait un conflit tragique. À la fois, Airbnb a raison de dire, mais attendez, foutez-nous la paix, on n'a pas beaucoup d'argent, laissez-nous mettre une partie de notre appartement sur le marché via une application. Et les hôteliers ont raison de dire, mais c'est scandaleux, parce que vous n'avez pas de charges sociales, de normes incendie, de normes handicap. Nous, on a toutes sortes de réglementations qui paient. Les deux ont raison. L'économie collaborative est bourrée, les taxis ont raison, Uber a raison. C'est bourré de conflits, comme dans le tragique grec, où on a affaire à des légitimités. Et dans CBD, je suis toujours reparti des premières versions. Voilà. Donc on peut faire un cours au Collège de France à partir de CBD. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bêtises dedans. Tandis que la plupart des livres, et pas seulement de vulgarisation, sont bourrés d'erreurs parce que très souvent, les gens travaillent de 3e, de 4e main. Là, je suis toujours reparti des textes originaux et des premières matrices qui sont souvent plus intéressantes que les dérivés. Une question, Luc Ferry. Le grec et le latin, justement mis à l'honneur au bac, ça vous parle? Est-ce que c'est mieux que l'arabe? Alors, c'est pas la question. Je suis très heureux qu'on revienne sur les bêtises qui ont été faites par Najat Vallaud-Belkacem. C'est très bien qu'on remette le grec et le latin. Je suis absolument pas hostile à l'enseignement de l'arabe, qui est une très belle langue et une langue de culture. C'est pas ça. Je voudrais pas que ça conduise à enfermer les petits maghrébins de 4e génération dans leur culture islamiste ou autre. Voilà. Le grand danger, c'est que cette langue ne soit choisie à 90% que par des enfants de l'immigration, fût-elle lointaine. En tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale... Il ne faut pas enfermer les gens dans leur communautarisme. Voilà, c'est ça le grand danger. Et du coup, je préférais qu'ils apprennent l'anglais. Ou le grec et le latin? Non, l'anglais, parce que... L'anglais, avant tout. Je dis pourquoi l'anglais, parce que l'anglais, c'est sociologiquement la langue discriminante aujourd'hui. Tous les fils de bourgeois friqués apprennent l'anglais. Voilà, pardon d'être brutal, mais c'est la vérité. Non, mais ça le mérite d'être clair. Et c'est ce qui permet de s'insérer dans la vie active quand on est bilingue ou quand on a vraiment bien appris l'anglais. Et donc, c'est ce qui est sociologiquement le plus discriminant en termes de classe sociale. Donc, c'est pour ça que je dis ça. C'est pas parce que l'anglais n'est pas plus beau que l'arabe ou le grec ou le latin. J'ai bien compris. Même pas, d'ailleurs. Quoi qu'il y ait... L'anglais littéraire peut être très beau, celui de Fitzgerald ou de Brodsky est très beau, mais peu importe. C'est le plus discriminant sur le plan social. J'aimerais aborder 2 sujets encore avec vous. Déjà, Banksy, pour parler d'art contemporain, c'est un sujet qui vous a interpellé dans l'actualité. C'est l'un des actes les plus marquants de l'histoire du marché de l'art. On dit que ça s'est passé vendredi. C'est un célèbre artiste qui dénonce en général le consumérisme à sa façon. Il est d'origine britannique. Il est probablement, peut-être l'artiste street art le plus coté. Oui, il est très talentueux d'ailleurs. Mystérieux. Et voilà que au moment de la vente de son tableau, on a vu son tableau, on va dire, se décomposer. S'autodétruire, oui. S'autodétruire. Et il avait fabriqué lui-même la machine à autodétruire. Donc, comme on ne connaît pas son visage, il était dans la salle et il a, avec une zapette, il a déclenché ce phénomène qu'on voit là à l'antenne d'autodestruction. Non, il a expliqué sur Banksy est un type très talentueux. Il fait des choses dans le domaine du street art, de l'art de rue, qui sont vraiment parfois très très belles. Il a beaucoup de talent. Non, ce qui m'a fait rigoler, que je trouve absolument typique du marché de l'art contemporain, c'est qu'une fois détruit, il paraît que le tableau, la valeur du tableau, le prix du tableau a été multiplié par 3. Et là, c'est toute la connerie de l'art contemporain qu'on voit à l'état chimiquement. Parce que ça veut dire que c'est ce que Schumpeter appelait l'art capitaliste. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas l'œuvre d'art, elle était beaucoup plus belle avant d'être détruite. Hein. C'est comme la Ferrari de Lavier. Elle vaut 4 fois ou 5 fois plus cher une fois qu'elle est détruite. Et donc là, vous voyez tous les trucs de l'art contemporain où ce qui compte, c'est pas la beauté ou le sens du tableau, c'est le fait qu'il a été détruit. Et donc, c'est simplement des trucs à la Duchamp, c'est l'innovation pour l'innovation. Donc, c'est un truc comme ça qui fait que le prix du tableau est multiplié par 3. Alors que moi, ce qui m'intéresse dans l'art, je suis désolé, mais c'est le sens et la beauté. C'est pas le fait qu'on ait inventé un truc pour, disons clairement les choses, faire l'intéressant. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui marche dans le marché de l'art contemporain ? C'est l'innovation pour l'innovation. Et c'est ce que Schumpeter déjà appelait un art capitaliste, parce que, au fond, la logique du capitalisme, c'est la logique de l'innovation pour l'innovation. C'est la logique de ça. Ça innove tous les 3 mois. Un dernier mot avant de se quitter. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé... Quelle tristesse. Et oui, déjà, on a beaucoup parlé de l'écologie, de ce rapport du GIEC. Un mot, juste un mot. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Parce que vous avez aussi écrit sur l'écologie. Oui, on est en danger de mort. Juste une phrase. Non, mais non. Là, on joue à se faire peur. Mais non, non. Vous n'allez pas me faire le Claude Allègre. D'ailleurs, le GIEC lui-même, le GIEC lui-même dit que on a tous les moyens d'inventer le déréchauffement climatique, d'empêcher l'accélération du réchauffement. Donc lui-même, pour une fois. Oui, mais on a les moyens, mais on le fait pas quand même. Mais ce qui le fera, Christine, c'est pas. Alors justement.
c'est là que le rapport du GIEC ne va pas du tout. C'est pas la décroissance, c'est pas la contrainte, c'est l'innovation qui va sauver le monde. C'est la voiture électrique, c'est la voiture autopilotée, pourvu qu'on soit capable de régler le problème des terres rares. Mais c'est la voiture autopilotée. L'innovation est là, mais n'est pas forcément utilisée. La France innove beaucoup en termes de développement durable. Mais si, la croissance verte n'est pas la décroissance. On peut très bien imaginer une croissance dépolluante. C'est là que le rapport Meadows de 72 s'est complètement planté. On peut parfaitement imaginer aujourd'hui une croissance, je dis bien une croissance, qui soit dépolluante et non pas polluante. Donc c'est ça, le problème, c'est d'intégrer l'écologie dans l'économie. Et c'est très faisable. Regardez la voiture électrique, si on arrive vraiment à diffuser de cette voiture électrique sans que les problèmes posés par le recyclage des batteries ou la fabrication des composants des batteries soient impossibles à résoudre, eh bien, on aura évidemment réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Mais ne croyez pas que vous allez interdire aux Chinois d'avoir des voitures. C'est absurde. Oui, c'est sûr. Et en plus, la France, je vous rappelle, la France, c'est 1/1000 du problème des émissions de gaz à effet de serre. C'est que dalle. Donc même si on supprimait de France toutes les voitures et toutes les usines, ça ne changerait rien au problème. Donc il faut réfléchir en termes mondiaux, globaux, et seule l'innovation intelligente et la croissance verte sauveront la planète, pour parler comme les écologistes. Alors pour résumer notre belle conversation d'1 heure, innovation sur la croissance verte, Emmanuel Macron, il doit se remanier lui-même. On a vu tous ces sujets. Et attention, le populisme, l'extrême droite arrivera au pouvoir si Emmanuel Macron ne revient pas aux droites-gauche. Alors on va maintenant voir Laurence Ferrari, à qui on va passer la main dans un instant. Alors Laurence Ferrari, quels sont vos sujets, ma chère Laurence? Alors ma chère Christine, bonsoir. On va parler de l'alliance des populistes, Marine Le Pen, Matteo Salvini à Rome. C'était aujourd'hui. On va en débattre évidemment. On va parler aussi de cette lettre de Michel Onfray adressée au président Emmanuel Macron que votre invité Luc Ferry a vivement commenté. Et puis on parlera de sécurité puisque Thibault de Montbrial sera l'un de mes invités. Il réclame un livre blanc de la sécurité. Voilà le menu, c'est dans un instant dans Punchline, Christine. Super menu pour Punchline. Merci Laurence Ferrari, merci Luc Ferry d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous demain 17h pour un nouveau rendez-vous si on prenait le temps.